Bonjour et bienvenue dans les suggestions cinéphiliques de l'Odyssée. Et aujourd'hui, la suggestion numéro 174, 174 déjà, qui est consacrée à un film un peu méconnu mais remarquable, un très très beau film de Fritz Lang qui s'appelle Manhunt. Manhunt est à l'affiche de la programmation de l'Odyssée jusqu'au 15 juin dans le cadre de notre cycle Aimer, rêver, rire, pleurer, la vie au cinéma. Le film date de 1941. Alors, un mot d'abord sur Fritz Lang. Fritz Lang est un continent cinématographique à lui seul. C'est le plus grand cinéaste allemand dans les années 20, l'époque du cinéma muet. Le summum, c'est Metropolis, bien sûr, 1926. Et puis, il a aussi fait deux films qui sont extraordinaires, qui ont d'ailleurs été interdits par les nazis. Aime le maudit, en 1931, et Le Testament du docteur Mabuse, en 1932, dont nous avons parlé dans des suggestions précédentes à l'Odyssée. Et comme on le sait, en 1933, les nazis venus au pouvoir, Goebbels convoque Fritz Lang, qui est d'origine juive, rappelons-le, et lui propose la direction de la cinématographie nazie, Goebbels, ministre de la propagande, et il voudrait qu'un grand cinéaste d'abord cautionne le régime et ensuite fasse des œuvres, des chefs-d'œuvre, entre guillemets, pro-nazis, un peu que grâce à Fritz Lang, il y ait l'équivalent du cuirassé Potemkin soviétique qui soit réalisé dans le nouveau et abject régime du nazisme. Et donc, d'après la légende, Fritz Lang dit à Goebbels que c'est un grand honneur, mais qu'il rappelle qu'il est d'origine juive. Goebbels lui aurait répondu: Monsieur Lang, désormais c'est nous qui décidons qui est juif et qui ne l'est pas. Fritz Lang répond: laissez-moi s'il vous plaît 24 heures pour y réfléchir. Et le soir même, il aurait sauté dans le premier train de nuit qui relie Berlin à Paris, et il serait parti d'Allemagne. En tout cas, en 1934, il réalise un film qui s'appelle L'Ilium en France. Et puis, en 1935, il émigre aux États-Unis, où il va réaliser un film qui s'appelle Fury, dont nous avons parlé dans une suggestion aussi, qui est au fond le remords de Fritz Lang par rapport à la scène finale du procès de M. le Maudit, et qui montre que un procès dans un état de droit ne peut pas se fonder sur du lynchage et sur les opinions hystériques et émotionnelles d'une foule en folie. Et il va continuer à faire toute une série de films, évidemment. Au début des années 40, il fait des westerns, et en 1941, il va réaliser Manhunt. Le film Manhunt, produit par la Fox, Daryl Zanuck est le PDG de la Fox à l'époque, initialement aurait dû être tourné par John Ford, mais John Ford est pris par le tournage qui dure un peu plus de son film magnifique qui s'appelle Quelle est verte ma vallée, et donc c'est Fritz Lang qui hérite du projet. Ce projet, c'est l'adaptation d'un roman, Male Rogue, le solitaire, qui a été traduit en français, qui est très populaire à l'époque, qui a été écrit en 1939 et qui parle de l'histoire d'un chasseur dans les Alpes bavaroises qui se retrouve en situation d'avoir au bout de la lunette de son fusil de chasse Hitler, qui est dans son IDEC de Berchtesgaden. Et dois-je tirer, dois-je pas tirer? C'est la problématique qui est développée. Et donc Fritz Lang va prendre cette histoire et en faire un film très personnel. Un film dont certains critiques de cinéma ou historiens du cinéma disent que c'est un film de propagande. Je pense que ce n'est pas exact. Parce qu'en 1941, eh bien, les États-Unis, pardon, ne sont pas encore en guerre.
Ils seront en guerre avec le Japon à la suite de l'attaque de Pearl Harbor à partir de décembre 1941 et par voie de conséquence aussi avec l'Allemagne nazie. Jusque-là, il n'y a pas de guerre. Et il n'y a pas beaucoup de films qui, qui dénoncent le nazisme aux États-Unis, à Hollywood. Il faut dire que on comprend cela en lisant un livre formidable qui s'appelle Collaboration, avec un K, qui est un livre qui parle de l'action du consul des États-Unis à Los Angeles, qui était arrivé à établir un système de surveillance qui lui permettait d'être au courant de tous les scénarios qui allaient être l'objet de tournage et de réalisation filmique. Et évidemment, il veillait à ce que dans ces scénarios, il n'y ait rien qui permette de critiquer le système nazi. Il avait deux atouts, ce consul de l'Allemagne nazie à Los Angeles, et donc le régime nazi avait deux atouts. C'est qu'il y avait une minorité d'origine allemande aux États-Unis qui était active et qui n'avait aucune hostilité vis-à-vis de Hitler, il faut le dire, et qui donc ne voulait pas qu'il y ait de guerre entre les États-Unis et l'Allemagne nazie. Et puis la deuxième chose, c'est que le marché cinématographique allemand était le principal marché européen du cinéma, et que donc l'Allemagne pouvait faire du chantage à Hollywood en disant si tu finances et réalises des films anti-nazis, eh bien nous fermerons les portes du marché de l'exploitation cinématographique des films hollywoodiens en Allemagne. Et ça, c'était un argument business oblige, c'est-à-dire basse réelle politique oblige, qui était particulièrement convaincant, si vous voulez, pour Hollywood. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que, eh bien, il n'y a pas eu grand film qui ont dénoncé le nazisme. Anatole Litvak a fait un film qui parle d'un espion nazi, j'ai rencontré un espion nazi, et puis surtout il y a le magnifique, le superbe, le chef-d'œuvre, qui est Le Dictateur de Charlie Chaplin. Ce sont des films engagés, ce sont des films militants, mais ce ne sont pas encore des films de propagande, car la propagande, elle commencera à partir du moment où il s'agira d'illustrer une politique officielle qui est celle de l'État américain, dès lors que cet État se retrouve en guerre contre le Japon et contre l'Allemagne nazie. Donc en 1941, il n'y a pas eu cela. Et c'est la raison pour laquelle Hollywood a accepté, Daryl Zanuck, a accepté que Fritz Lang fasse un film de ce genre, mais sans qu'il ait trop d'impact. C'était un film de série B, comme on disait, c'est-à-dire avec un budget très modeste, ce qui se voit un peu dans le film, mais c'est un film qui n'a pas eu une large diffusion au moment de sa sortie, et qui, pour cette raison même, a été un peu oublié dans les histoires du cinéma, car ce n'était pas encore un film de propagande, c'était un film engagé. Il faut au passage noter le courage de quelqu'un comme Fritz Lang, un Allemand, fait un film qui dénonce le régime en place dans son pays d'origine. Et il le fait à partir d'un pays étranger à l'Allemagne. Et donc il y avait tous les ingrédients, et ils ne s'en sont pas privés évidemment les nazis, pour le dénoncer, Fritz Lang, comme un traître à sa patrie, à son Vaterland, bien, puisque la patrie est au masculin dans l'idéologie allemande et dans l'idéologie nazie plus exactement. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans l'adaptation de ce roman, Le Solitaire, dont je vous ai parlé avant, eh bien, Fritz Lang était aussi confronté à un certain nombre d'obstacles. Par exemple, le Code Heiss, qui, en l'occurrence, était utilisé notamment par le consulat d'Allemagne de façon assez surprenante mais intéressante. Le Code Heiss, c'était surtout un code qui avait pour objectif de veiller aux bonnes mœurs. Donc il ne fallait pas qu'il y ait trop de sexe ou d'allusion, disons, olé olé, à la conception dominante de la morale telle que les ligues de vertu la préconisaient à l'époque.
il ne fallait pas qu'il y ait l'apologie du crime. Et donc le consul d'Allemagne, il disait, mais attention, là, s'il y a quelqu'un qui délibérément veut tuer par un acte isolé le leader d'un pays, ben, c'est une apologie du crime. C'est quand même le monde à l'envers. Et c'est la raison pour laquelle eh bien, il y a eu ces contraintes auxquelles Fritz Lang a été obligé de se conformer, de prendre en considération. Alors, le film, c'est l'histoire d'un chasseur qui se retrouve par hasard, ayant au bout du viseur de son fusil de chasse la silhouette de Hitler à Berchtesgaden. Et donc, c'est un moment où eh bien, il se pose la question, est-ce que je tire, est-ce que je ne tire pas? Il s'amuse à tirer, mais son fusil est vide, donc c'est un déclic pour rien. Et puis finalement, il décide d'engager une balle dans son fusil et il s'apprête à tirer quand il est empêché par l'intervention d'un garde SS de la Gestapo. Et à partir de là, c'est l'engrenage diabolique, puisqu'il est arrêté, il est interrogé par une espèce de dégénéré mondain qui est à la fois cruel, pervers, polyglotte, il parle aussi bien l'anglais que l'allemand, remarquablement interprété par George Sanders, l'homme au monocle dans le film. Et pour les nazis, c'est une aubaine, parce qu'ils lui font un marché dans lequel ils lui proposent de le remettre en liberté, ce qui évidemment est une promesse mensongère, et en contrepartie, à la condition plus exactement qu'il signe une déclaration comme quoi il était venu sur ordre du gouvernement britannique pour tuer Hitler, ce qui n'était pas le cas. Et notre chasseur, remarquablement interprété aussi par Walter Pidgeon, qui était un acteur éprouvé de Hollywood à l'époque, eh bien il refuse. Il y a la violence de la Gestapo, les arracheurs d'aveux spontanés, comme on dit, qui essayent d'user de la violence pure. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce film, Fritz Lang s'intéresse davantage au mécanisme du raisonnement, de la perversité, c'est-à-dire de ce qui relève de l'argumentation. Et à cette occasion, eh bien, il décline une thématique qui est courante dans son œuvre, qui est récurrente dans son œuvre, qui est la thématique de l'innocence et de la culpabilité. En gros, si je devais résumer, je pourrais dire que Fritz Lang se pose en permanence la question de savoir dans quelle mesure on est coupable d'être innocent et innocent d'être coupable. Ce qui est évidemment la caractéristique du geste de ce chasseur, l'homme au monocle, le chef de la Gestapo, qui l'interroge. C'est aussi un chasseur éprouvé, et alors notre Britannique, eh bien, il dit, mais non, moi c'était juste pour le sport, c'était un défi comme ça, pour le fun, pour s'amuser, savoir que si je voulais, j'aurais pu le tuer. Et le responsable de la Gestapo dit, mais non, ça c'était pour le tuer. Et c'est vrai qu'il n'avait pas tort, le responsable de la Gestapo. Et à partir de là, eh bien, il arrive à s'enfuir, le chasseur. Il retourne en Angleterre et là, on est dans une atmosphère et une situation qui est absolument extraordinaire. C'est-à-dire qu'on voit un système anglais qui est étranger dans son propre pays. C'est-à-dire que on voit le film créer de façon très habile, rusée, prégnante, l'atmosphère selon laquelle eh bien, la 5e colonne nazie, omniprésente dans cette Angleterre, eh bien, est plus influente même que les autorités officielles de l'État britannique, et que donc il est obligé de se cacher et de la 5e colonne nazie qui le poursuit, et de ces autorités qui très vite, à la suite d'un combat avec un homme de main nazi, considèrent que c'est un criminel, notre chasseur, alors que c'est quelqu'un qui lutte pour échapper
qui est devenu la proie, la cible de la 5e colonne nazie introduite au Royaume-Uni. Évidemment, c'est aussi l'occasion d'un portrait au vitriol de la couardise, de la stratégie de l'appeasement qui était à l'œuvre à l'époque au Royaume-Uni, c'est-à-dire apaiser l'agressivité de Hitler pour la canaliser contre l'URSS, que les deux se fassent la guerre, qu'ils s'affaiblissent mutuellement et que ainsi le Royaume-Uni puisse continuer à tirer les marrons du feu. Lâcheté extraordinaire qui avait été avec beaucoup de courage et de lucidité dénoncée par Winston Churchill avec sa fameuse phrase « Vous avez préféré le déshonneur à la guerre, vous aurez et le déshonneur et la guerre ». Et le film en est une illustration absolument extraordinaire. Et dans ce film, dont je tairai la fin, eh bien, ce chasseur, on voit qu'il a un cousin qui est secrétaire d'État, enfin qui est ministre au Foreign Office, c'est-à-dire ministre des Affaires étrangères, eh bien, sont lâches, sont impotents, sont hésitants. Et il va rencontrer une jeune femme qui peut même à l'époque avoir été considérée comme aux mœurs légères. C'est une couturière qui travaille, qui est sans chichi, mais avec une authenticité extraordinaire, remarquablement interprétée par Joan Bennett, qui fera plusieurs films d'ailleurs avec Fritz Lang, La femme au portrait notamment. Et cette Joan Bennett incarne un peu le côté cockney, c'est-à-dire fille du peuple, mais au cœur pur, beaucoup plus pur que les aristocrates, entre guillemets, dégénérés, qui ne savent que courber l'échine devant l'agressivité nazie. Ce film est un film courageux, ce n'est pas un film de propagande, c'est un film engagé qui, au fond, montre la nécessité de ne pas tomber dans le piège des mensonges cyniques du nazisme. Et il y a dans ce film une scène qui est la scène de la caverne, pourrait-on dire, ou de la grotte, où notre chasseur britannique est piégé par l'homme au monocle qui évidemment se promène les doigts dans le nez en toute impunité en Angleterre, alors que c'est un dignitaire nazi, et qui l'a piégé dans cette caverne. Et il y a un fameux dialogue à l'occasion duquel eh bien, notre héros britannique reconnaît que finalement, sans même s'en rendre compte, il était prêt à tuer Hitler et qu'il regrette de ne pas l'avoir fait. Et qu'il ne le fait pas pour le gouvernement, mais il le fait pour des principes éthiques de l'humanité. On l'aura compris, le fait de montrer une certaine forme de couardise d'un côté et des gens courageux de l'autre, mais en Angleterre, est une façon détournée pour Fritz Lang et pour ceux qui sont porteurs du projet de dénoncer les hésitations des États-Unis de Roosevelt, qui hésitent encore à rentrer dans la guerre aux côtés des Alliés contre les nazis et contre le Japon. Et c'est au fond une production de sens par ricochet, c'est par la bande. C'est une façon de marcher droit par des voies détournées. C'est par la bande et par la tangente que ce film et Fritz Lang dénoncent le cynisme absolu du nazisme. Et en même temps, parce que Fritz Lang est quelqu'un qui réfléchit, qui a une vision du monde, il montre que la guerre, eh bien, entraîne forcément le déclenchement des pulsions meurtrières. Et que dans la guerre, il y a des gens qui doivent être vaincus, mais que les vainqueurs eux-mêmes ne sont pas vraiment victorieux parce qu'ils ont été obligés de se salir les mains dans des actes qui ne correspondent pas forcément à l'éthique et que la guerre est donc un grand désastre humain, mais en même temps, ce film arrive à réaliser la prouesse
de dire que ce n'est pas une raison pour ne pas se mobiliser avec détermination, énergie, contre la crapulerie abjecte du nazisme. Un film à voir, où ça? Bien sûr, à l'Odyssée, Manhunt, qui est sorti en 1941, qui n'a pas eu le succès qu'il méritait à cause des considérations géopolitiques qui existaient à l'époque, mais qui est assurément un des grands films, qui est un bijou extraordinaire que je vous recommande très vivement de venir voir à l'Odyssée. À très bientôt. Merci. Au revoir.